Axel qui nous précise sa question. Merci beaucoup Axel. Effectivement, la Belgique a supprimé les visas pour les diplomates algériens. C'est quoi ce cirque selon Axel? Axel, c'est un accord. Ce n'est pas un cirque. D'abord, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau et c'est pas extraordinaire et c'est pas inédit. Pardonnez-moi. Beaucoup d'États à travers le monde, et pas seulement en Algérie, ont ce qu'on appelle des conventions bilatérales d'exemption de visa. Certains des États ont pour habitude de tradition de négocier entre eux des accords d'exemption de visa pour les dirigeants, pour les détenteurs de passeports diplomatiques. C'est-à-dire que la Belgique ses diplomates peuvent venir en Algérie sans visa et les diplomates algériens peuvent aller en Belgique sans visa. Généralement, ces accords parlent d'une exemption de visa qui dure 3 à 6 mois par an. Entre 3 et 6 mois. Il y a des accords qui permettent à des détenteurs de passeports diplomatiques de séjourner dans un pays pour 3 mois sans visa. D'autres accords, comme c'était l'accord entre l'Algérie et la France. L'Algérie et la France, ils avaient 2 accords, l'accord de 2007 et l'accord de 2013, qui permettaient aux dirigeants algériens de séjourner sur le sol français 3 à 6 mois. Pour les détenteurs de passeports diplomatiques au départ en 2007, ensuite les détenteurs de passeports de service en 2013. La Belgique, en réalité, elle a fait un accord avec l'Algérie. L'Algérie a des accords avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Slovénie, avec pas mal d'États à travers le monde, qui permet aux diplomates algériens de séjourner sur les sols de ces pays-là, ou d'aller ou de voyager dans ces pays-là sans visa. On parle des diplomates. L'accord en lui-même n'est pas scandaleux. Ça existe, tous les pays du monde essaient de négocier des exemptions de visa pour leurs diplomates. D'abord, ces accords-là, quand ils sont signés, normalement, ils illustrent l'approfondissement de la coopération bilatérale et ils confirment les liens d'amitié. Quand des pays sont amis, ou quand des pays s'entendent bien, ou quand des pays entretiennent de très bonnes relations, où ils ont des projets d'avenir communs très ambitieux, ils signent un certain nombre d'accords qui facilitent, par exemple, le déplacement de leurs dirigeants respectifs. Sauf qu'en Algérie, le problème, c'est que n'importe qui, le passeport diplomatique, il est donné à tout le monde, à tous les dirigeants politiques, à tous les dirigeants militaires. Le patron de la police, il a un passeport diplomatique, le patron de la gendarmerie, même l'imam de le patron de la grande mosquée d'Alger, il a un passeport diplomatique, ses enfants, leurs épouses, leurs enfants. Le nombre important de personnes qui ont un passeport diplomatique en Algérie a battu tous les records. Il y a très peu d'États à travers le monde, sauf dans les pays dictatoriaux, dans les pays arriérés, dans les pays archaïques. Le passeport diplomatique est un marqueur d'identification. Ce qui peut distinguer un citoyen lambda d'un citoyen, d'un dirigeant, c'est le passeport diplomatique. Ce n'est pas la fonction, le salaire et les privilèges sociaux et économiques. Parce qu'en Algérie, avoir un bon salaire, c'est le dinar ne vaut rien pratiquement. Avoir un privilège, des fonctions, etc., ça n'offre pas une grande liberté à l'étranger aux dirigeants algériens. Donc les dirigeants algériens, malheureusement, le pouvoir algérien, l'État algérien, a clochardisé le passeport diplomatique. N'importe qui peut avoir un passeport diplomatique en Algérie. Des généraux au sein de l'armée, des patrons de la police, alors que normalement, le passeport diplomatique, comme l'on nom indique, il est uniquement réservé aux diplomates. Les diplomates qui sont habilités à travailler à l'étranger et qui doivent accomplir des missions à l'étranger. C'est ça ce que c'est qu'un diplomate. Un diplomate, c'est quelqu'un qui, normalement, il travaille pour le ministère des Affaires étrangères, quelqu'un qui est mandaté par le ministère des Affaires étrangères pour accomplir les missions diplomatiques. Le président de la République et le premier ministre et un certain nombre de membres du gouvernement, certains hauts responsables de l'État, du haut sommet de l'État, certains, très limités, ont le droit, il est légitime, il est compréhensible qu'ils aient le droit à un passeport diplomatique. Pour ça, en Algérie, les policiers, les gendarmes, il y a le patron de la police, j'ai des passeport diplomatique. Le patron de la gendarmerie, qu'est-ce qu'il peut faire de passeport diplomatique? L'imam de la grande mosquée d'Alger, qui a le rang de ministre, qu'est-ce qu'il peut faire? Pourquoi il a besoin du passeport diplomatique? Ça n'a absolument aucun sens. On a clochardisé. Comme l'Algérie essaye de négocier avec les États européens, comme avec la France, ça ne marchait plus, on essaie de négocier avec les États européens des exemptions de visa pour permettre aux familles des dirigeants algériens de partir à l'étranger, de voyager, d'accomplir leurs vacances et éventuellement de profiter de ces va-et-vient pour pouvoir faire des affaires, s'installer, acheter des biens et placer leur argent. C'est ça la réalité. Avec la Belgique,
Pourquoi il y a eu un accord avec la Belgique? Parce que l'Algérie a accepté de reprendre rapidement les migrants algériens en situation irrégulière et que la Belgique veut expulser. Malheureusement, en Belgique, il y a un certain nombre de migrants algériens qui font des conneries, qui se comportent très très mal, à savoir qui versent dans la délinquance ou qui s'adonnent à des activités des activités créées de grande criminalité, etc. Et malheureusement, la Belgique elle veut les expulser. L'Algérie fait du chantage migratoire, comme pour la France, elle bloque les laissez-passer consulaires. Donc les Belges, entre guillemets, pour obtenir la collaboration des dirigeants du pouvoir algérien, pour s'assurer de l'engagement des autorités algériennes en matière de lutte contre les migrants au profil dangereux et en matière de acceptation ou de réacceptation des ressortissants algériens que la Belgique veut expulser. Donc la Belgique elle a fait un geste que les dirigeants algériens ont demandé, exemption de visa pour les dirigeants. Pour les détenteurs de passeports diplomatiques, qui sont que des dirigeants. Il faut savoir qu'en Algérie, un dirigeant, même quand il quitte son poste, peut garder pendant un certain nombre d'années son passeport diplomatique. Normalement, ce privilège, il est accordé juste aux anciens ambassadeurs ou là, aux anciens diplomates. Mais en Algérie, il y a des généraux, il y a des secrétaires généraux, il y a des conseillers à la présidence. En Algérie, même le conseiller à la présidence, il a le droit à un passeport diplomatique. Et même quand il quitte son poste, il peut le garder plusieurs années. Et la présidence et les autorités ferment leurs yeux. Donc on a plusieurs milliers de personnes qui ont le passeport diplomatique en Algérie. Plusieurs milliers, on peut dire même jusqu'à 100 000 personnes qui ont le passeport diplomatique. Quand on compte les épouses et les enfants, etc. Donc la Belgique, elle a utilisé cette arme de l'exemption de visa pour les dirigeants algériens, afin d'obtenir de la part des dirigeants algériens un engagement ferme et loyal et solennel pour s'engager plus efficacement dans la lutte contre l'immigration clandestine qui alimente la criminalité ou qui alimente certains trafics qui dérangent l'ordre public et la sécurité publique en Belgique. Voilà, donc le régime algérien, il utilise malheureusement les harragas, les problèmes migratoires, pour obtenir des avantages en nature qui seront profitables et dont pourront jouir uniquement les dirigeants algériens et les membres de leur famille. Sinon, avec la Belgique, nous avons des relations absolument, on va dire, des relations superficielles avec la Belgique. Il n'y a pas de grands échanges économiques, il n'y a pas de grand investissement belge en Algérie. C'est pas un pays stratégique pour l'Algérie, la Belgique. La Belgique a toujours été considérée comme la petite sœur de la France. La communauté algérienne en Belgique, elle a commencé à grandir que récemment. Et malheureusement, les programmes migratoires ont été instrumentalisés sciemment par les dirigeants algériens. Good live, s'il vous plaît. Max de partage. Dites good live et partagez massivement. Kamel Phoenix me dit Abdou, tu cherches l'adversité systématiquement. Ce n'est pas bon ce que tu fais. J'aimerais bien, Kamel Phoenix, que tu m'expliques quelle est l'adversité que je cherche. Je ne cherche absolument pas du tout d'adversité. Je suis en train d'expliquer les complexités de l'actualité algérienne et malheureusement les incohérences, l'inconsistance et les complicités des dirigeants algériens dans certains dossiers scandaleux. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, Khoya Kamel, quelle est la adversité dont tu veux parler? Attention, le nombre des Algériens en Belgique, Mehdi, il continue d'augmenter significativement. Ça augmente significativement. C'est vrai que nous avons quelques milliers d'Algériens, mais ça augmente significativement. Allez, on va prendre une question sur YouTube. Allez, je mets à YouTube. Marhaba bikom. Allez. Allez l'équipe, allez, je mets à YouTube, allez YouTube, allez. Ne laissez pas ne laissez pas notre communauté sur TikTok vous dominer quand même. Essayons d'aller. Alors, il y a quelqu'un sur YouTube qui me dit White Sprite et TV. Tu as une carte de presse? Ma meilleure carte, non seulement j'ai une carte de presse, mais ma carte de presse, c'est ma condamnation à mort pour mes articles de presse. La condamnation à mort pour les articles de presse que le régime algérien m'a infligé est pour moi la meilleure, je dis bien, la meilleure carte de presse que je peux avoir.
C'est très simple, c'est très très simple. Je crois que maintenant, nous avons largement suffisamment prouvé notre qualité de journaliste et nous avons, à travers notre histoire, depuis 2017, Algérie Parti existe. J'étais rédacteur en chef dans plusieurs journaux algériens bien avant 2017. Je crois que le travail quotidien que nous faisons, la quantité importante d'informations que nous révélons, prouve clairement que nous sommes euh, des journalistes et des journalistes de plus en plus lus et de plus en plus écoutés. Allez, Sadaq, qui nous dit, à votre avis, avec les hautes hydrocarbures algériens, peut-elle être une première puissance africaine? J'imagine que Sadaq, tu voulais dire, est-ce qu'avec les nouveaux revenus des hydrocarbures provenant des hydrocarbures, provenant des ventes et des exportations du gaz et du pétrole, avec la hausse des prix de ces deux matières stratégiques sur les marchés mondiaux, est-ce que l'Algérie pourrait devenir une première puissance africaine? D'abord, je tiens à dire ça, avoir du gaz et du pétrole, ça ne signifie pas qu'on est une puissance. Ça fait de nous un pays important. Il y a une différence entre un pays important et un pays puissant. Quelle est la différence? Un pays important, c'est un pays qui a des ressources et qui a des ressources qui peuvent être matérielles, historiques, qui a joué un rôle. Ça peut être à cause de son passé, grâce à son passé, ou grâce à son présent. On peut être un pays important quand on a des richesses au niveau de son sous-sol et quand on est un fournisseur important d'énergie. Un pays puissant, c'est un pays qui ne dépend pas de ses ressources naturelles. Un pays puissant, c'est un pays qui est créateur de richesses, pas un pays qui possède des richesses. Un pays puissant, c'est un pays qui arrive à avoir une industrie développée, à avoir une économie très diversifiée et très développée, à avoir un rayonnement culturel, un rayonnement militaire, un rayonnement économique. Un pays puissant, c'est un pays qui rayonne. Un pays important n'est pas un pays rayonnant, c'est un pays qui est important. Il est important dans un certain secteur. L'Algérie est importante pour l'énergie, mais elle n'est pas importante pour l'agriculture, elle n'est pas importante pour l'industrie, elle n'est pas importante pour le tourisme, elle n'est pas importante. Un pays puissant n'est pas important uniquement dans un seul secteur, il est puissant dans plusieurs secteurs. Et un pays puissant, c'est un pays qui ne dépend pas de ses ressources naturelles, c'est un pays qui crée sa propre richesse, et c'est un pays qui rayonne. On ne peut pas être la plus grande puissance africaine uniquement avec du pétrole et du gaz. Dans ce cas-là, la Libye pourrait le devenir. Dans ce cas-là, le Nigeria aussi pourrait le devenir. Il y a beaucoup de pétrole et de gaz au Nigeria. Aujourd'hui, la première puissance, c'est l'Afrique du Sud. On dit souvent que le Nigeria l'a dépassé, etc. Ce qui n'est pas vrai. Le premier PIB du pays, le pays le plus industrialisé, qui a le meilleur système d'enseignement, qui a le meilleur système de santé, qui a les meilleures infrastructures, c'est inévitablement l'Afrique du Sud. Donc, les hydrocarbures peuvent contribuer à la richesse. Mais les hydrocarbures ne créent pas et n'installent pas et ne garantissent pas la puissance. Dans ce cas-là, beaucoup de pays, le Japon n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, c'est un pays puissant. La Corée du Sud, c'est un pays puissant. Pourquoi? C'est des pays rayonnants. Donc le pétrole et le gaz, ça ne suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas. Et c'est très important de l'expliquer et de l'analyser. Merci Sadar pour ta question d'ailleurs. Alors sur YouTube, Agnotisomous 2859, il nous dit Abdou quid de l'alliance stratégique Maroc-France qui va être signée bientôt. Le Maroc et la France sont deux pays alliés depuis très toujours. Il n'y a absolument pas de débat là-dessus. Le Maroc, c'est le premier marché africain pour la France, c'est l'une des premières destinations au monde des investissements français à travers l'étranger. Il y a des liens politiques, il y a des liens culturels, etc. Oui, mais je veux dire, il y aura toujours des liens stratégiques entre la France et le Maroc. En réalité, on a toujours voulu prendre en otage la France
et on a toujours voulu nous faire croire que la France, elle est otage de ses relations avec le Maghreb. Est-ce que la France doit choisir le camp du Maroc et de l'Algérie? Est-ce que la France peut avoir ou entretenir des relations stables et agréables et durables avec le Maghreb sans basculer ou sans choisir un camp au détriment d'un autre? Il faut savoir que la division de l'Algérie et de la France, elle fait les intérêts, la division de l'Algérie et le Maroc, elle fait les intérêts de la France. Il faut savoir que si le Maroc et l'Algérie, et si le Maghreb étaient unis sur le modèle de l'Union européenne ou sur le modèle de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, avec une monnaie commune, avec un marché commun, je peux vous assurer que les intérêts économiques français, que les intérêts politiques français seraient largement compromis. Dans la mesure où un Maghreb uni, c'est un Maghreb qui sera puissant, qui va rayonner. On va avoir une économie dynamique, on a une croissance démographique dynamique, contrairement à la croissance démographique française qui périclite. On a des richesses du sous-sol, on a du climat, on peut exceller dans le tourisme, on peut exceller dans le domaine des services, on peut exceller dans le domaine du gaz. Donc, un Maghreb uni, ça aurait été une véritable puissance régionale. Les divisions entre le Maroc et l'Algérie ne sont pas un problème pour la France, c'est une opportunité pour la France. Parce que ça permet à la France de jouer le rôle de l'arbitre, ça permet à la France de surfer sur ces divisions pour assurer sa propre puissance, ça permet à la France aussi d'avoir en face d'elle un Maghreb divisé, un Maghreb affaibli, donc un Maghreb ultra dépendant de ses investissements, de ses aides, de son soutien et des diasporas maghrébines qui sont installées en France. Le sous-développement du Maghreb, c'est ce qui explique pourquoi les médecins algériens quittent tous l'Algérie pour aller en France. C'est ce qui explique pourquoi les ingénieurs marocains quittent le Maroc pour aller en France. Donc la France ne fait que profiter, sur le plan économique comme sur le plan politique, elle profite de ces divisions. Elle profite. Alors, quand elle veut emmerder le Maroc, elle se rapproche de l'Algérie et le Maroc, il fait un effort de lobbying pour ramener la France vers lui et lui donne des marchés. Et quand elle veut emmerder l'Algérie, la France se rapproche du Maroc et l'Algérie fait du lobbying pour essayer de ramener la France vers lui, vers dans son camp, et donc il lui offre des avantages. Donc la France, elle ne tire que des avantages de ces divisions et de ces querelles. Donc la France, en réalité, elle est ultra gagnante. Sauf que c'est le Maghreb qui est perdant. Les investissements, ils partent un peu au Maroc, mais voilà, l'Algérie n'en profite plus maintenant des investissements français. Il y a une relation inéquitable. On donne à la France nos génies, nos main-d'œuvre qualifiées, nos ressources humaines, nos élites. Et la France, elle nous donne quoi en échange? Sa langue, c'est un héritage que nous avons gagné, elle ne nous le donne pas. Sa culture, c'est un héritage que nous avons gagné. Les investissements, bon, en France, les Français, quelques grandes entreprises françaises ont des ambitions importantes au Maroc. C'est pas le cas. C'est pas le cas de l'Algérie, malheureusement. C'est plus le cas de l'Algérie à l'époque de Bouteflika, quand même. Renault avait des grandes ambitions, Peugeot avait des ambitions, Saint-Gobain, Lafarge avait des ambitions, Alstom avait des ambitions. Maintenant, avec la politique actuelle du régime Tebboune, il n'y a pas que les Français qui ont fui le pays, même les investissements chinois ont fui le pays. Donc, il n'y a que les Turcs qui grabitent, qui prennent une grosse part du gâteau, et les Italiens uniquement dans le domaine des hydrocarbures. Tout le reste, c'est que des slogans. Donc, c'est ça ce qu'il faut analyser en réalité. La France profite de la division du Maghreb, mais vraiment. Et elle prospère sur le dos du Maghreb. Elle prospère sur le dos du Maghreb. Aujourd'hui, la France lutte contre elle arrive à gérer, à faire fonctionner ses hôpitaux grâce aux médecins maghrébins, notamment algériens et marocains. Elle fait fonctionner ses grandes entreprises grâce aux informaticiens tunisiens, algériens et marocains. Elle profite énormément de nous. Et elle nous donne si peu. Donc, la seule relation stratégique, c'est entre la France et avec les divisions du Maghreb, et non pas avec la France et le Maroc ou la France avec l'Algérie. Allez, je m'attendrai, partagez maximum, dites-nous good live, good live, good live, good live, good live. Un max de partage, s'il vous plaît. Nous sommes en démocratie, on ne censure pas du tout les commentaires. Tout le monde peut parler, tout le monde peut s'exprimer.
Tout le monde peut pas. Alors, GXR, selon vous, c'est quoi la stratégie selon vous pour que le prochain successeur du président Tebboune ne soit pas dès l'heure? Très bonne question, GXR. Comment assurer, comment peut-on aider à ce que le prochain président de la République en Algérie ne soit pas issu du clan actuellement au pouvoir ou ne soit pas issu d'un cercle malsain du pouvoir? Malheureusement, je ne détiens pas la réponse parce que la réponse, elle est au niveau de la société civile. Regardez l'actualité aujourd'hui. Il y a deux sujets importants en Algérie qui sont passés inaperçus. La loi sur les partis politiques, adoptée au début du mois de mars, la nouvelle loi sur les partis politiques, et la nouvelle loi sur le régime électoral, la nouvelle loi électorale. Elles ont été votées, adoptées par le Parlement algérien, sans aucun débat, sans aucune contradiction, donc c'est des lois qui sont foncièrement dangereuses. La loi sur les partis politiques, par exemple, un parti politique qui ne veut pas participer à 2 élections, il est dissous. Donc, si je suis un parti politique et je constate que cette élection est une mascarade et qu'il y a des gros problèmes dans cette élection et qu'il y a des trucages et que si je ne veux pas participer, si je veux boycotter à 2 élections, si je boycotte 2 élections, je vais être dessous, carrément dessous. Et l'État peut tout contrôler dans le fonctionnement de mon parti. Même le choix de mes candidats et comment je peux participer à des élections, l'État il a son mot à dire. Ça, c'est très grave. Et le régime électoral, c'est encore plus grave. C'est l'administration qui a repris le contrôle, c'est le ministère de l'Intérieur qui a repris le contrôle de l'organisation des élections. L'autorité nationale indépendante des élections ne va faire qu'annoncer et parler des résultats et soi-disant contrôler les résultats. Le pouvoir algérien actuellement, avec Tebboune, il ne cesse de verrouiller les espaces publics et individuels. Il réduit significativement et drastiquement et la marge de manœuvre pour l'opposition. Aujourd'hui, l'État algérien devient de plus en plus une machine déconnectée de la population, déconnectée des préoccupations du peuple et hermétique aux volontés populaires. Hermétique à toutes les volontés, au pluriel, quel que soit le domaine. Ça veut dire que nous avons en face de nous un régime de plus en plus fermé, isolé, qui décide lui-même, tout seul, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon pour le pays et pour son avenir, et qui crée des lois taillées sur mesure pour empêcher la population et la société civile d'exercer le contrôle, être un contre le pouvoir ou réclamer des comptes. Dans ce cas-là, moi, je ne vois aucune stratégie. La seule chance qui reste à l'Algérie, parce que le Hirak, il a échoué, les sujets les plus importants ne mobilisent pas la population algérienne. La presse algérienne n'existe plus, il n'y a plus de liberté de la presse. Les opposants sont tous exilés ou emprisonnés ou réduits au silence en Algérie. L'autoritarisme est absolu. Et et les zélateurs et les turiféraires du pouvoir. Donc, la seule stratégie, c'est qu'il y ait quelqu'un, après Tebboune, un autre président bon, sérieux, et qui a de bonnes intentions, intelligent, qui serait visionnaire, qui va intervenir, qui depuis le haut de la pyramide, il va changer tout, il va procéder des changements. La seule stratégie, c'est de pousser quelqu'un au sein du système qui va changer le système de l'intérieur. Moi, je ne vois plus aucune solution en Algérie d'un changement de l'extérieur du système. La meilleure approche, c'était le Hirak, pacifique, le peuple était dans la rue, 13-14 millions de personnes dans la rue, tout le pays il était uni, toutes les régions du pays ont été fédérées autour de ce Hirak, il y avait des belles revendications, mais malheureusement, ça a échoué et il y a eu une transition vers un régime autoritaire, dictatorial, encore plus répressif, encore plus persécuteur et plus persécutant. La seule stratégie, c'est d'entrer à l'intérieur. On a eu une coupure sur YouTube. On a eu une petite coupure sur YouTube. Est-ce que vous pouvez repartager, s'il vous plaît? Dites good live partout. Sur YouTube, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez repartager? Donc voilà, la seule stratégie, c'est d'être au cœur du pouvoir. D'entrer au sein du pouvoir, d'arriver jusqu'au plus haut de la pyramide pour pouvoir changer les choses depuis là-haut. Namix 007,
sur YouTube. Je me demande pourquoi, à chaque fois que l'Europe est en manque de gaz, ils envoient Mélanie à Tebboune. Eh ben, Mélanie, en fait, c'est pas, d'abord, Mélanie n'est pas la porte-parole, non la représentante de l'Europe. Elle va à Alger d'abord pour les intérêts de son pays, qui est l'Italie. L'Italie est un pays qui est le premier client du gaz algérien. L'Italie, habituellement, sans qu'il y ait des crises énergétiques ou des crises diplomatiques ou des crises géopolitiques, achète à l'Algérie environ, dans la moyenne, de 20 milliards de mètres cubes, entre 20 à 22 milliards de mètres cubes. Et nous avons l'un des plus importants gazoducs au monde et l'un des plus importants gazoducs du bassin méditerranéen qui relie l'Algérie à l'Italie depuis les années 80, le Transmed, qui passe par la Tunisie pour aller vers l'Italie. Sa capacité, elle peut acheminer dans les 33 milliards de mètres cubes de gaz. L'Italie, 30% de ses besoins énergétiques sont comblés par le gaz algérien. L'Algérie est le premier fournisseur. Depuis longtemps, il y a eu quelques années où l'Algérie était numéro 2 après la Russie, mais généralement, l'Algérie a toujours été parmi les deux plus importants fournisseurs de l'Italie. L'Italie, elle vient en Algérie quand il y a une crise. Le pays qui a les infrastructures nécessaires et qui a les capacités nécessaires de combler de façon conjoncturelle et d'apporter quelques milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires rapidement, c'est l'Algérie. Pourquoi? Parce que nous avons le gazoduc Transmed et nous maîtrisons le GNL. Et l'Italie, elle sait très bien que l'Algérie ne peut pas lui donner 10 milliards de mètres cubes. L'Italie, en 2022, avant Meloni, avec Mario Draghi, lors de la guerre en Ukraine, elle a négocié 4 milliards de mètres cubes supplémentaires. Et les Italiens ne sont pas cons. Les Italiens ils connaissent les capacités de production de l'Algérie, ils connaissent quelles sont les capacités d'exportation de l'Algérie, ils connaissent les limites du gaz en Algérie. Ils savent très bien que l'Algérie ne peut pas exporter au-delà de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an, à cause de la consommation intérieure qui monte en puissance, à cause de la baisse du niveau des réserves et à cause des sous-investissements ou du vieillissement de l'appareil productif. Mais l'Algérie, elle peut toujours, quand il y a une crise comme celle-là, apporter 1 ou 2 milliards de mètres cubes pour équilibrer en attendant que les Italiens trouvent des solutions. C'est un pays, c'est ça la différence, c'est un pays important. Ce que je disais, l'Algérie est effectivement un pays important pour la scène énergétique. Donc Mélanie, elle vient pour ses intérêts, parce que le Qatar a cessé de donner du gaz, a cessé de fournir du gaz à l'Italie. C'est quand même 10% des besoins de l'Italie. Donc l'Italie, elle essaye de grappiller avec l'Algérie en attendant de ramener du gaz des États-Unis, de l'Azerbaïdjan, de la Libye, etc., du Nigeria, de l'Australie, pour un petit peu le temps que le Qatar puisse réexporter ou puisse produire et exporter ces volumes de gaz qu'il devait vendre à l'Italie. C'est tout. C'est des dirigeants qui pensent à leurs intérêts, comme ils savent très bien que les dirigeants algériens n'ont pas de vision. Les dirigeants algériens, il faut leur parler que du cash, que du court terme, leur acheter du gaz et leur donner de l'argent, c'est tout. Et les dirigeants algériens ne demandent pas beaucoup de choses à l'Italie. Il n'y a pas de grands investissements italiens, à l'exception des hydrocarbures. On a bien vu l'usine Fiat. L'usine Fiat à Oran est un échec. L'usine Fiat aujourd'hui, si vous voulez avoir un véhicule Fiat, il faut attendre 2 ans. 2 ans, depuis décembre 2023, depuis le début de cette usine, Fiat, nous sommes pratiquement, elle va entamer d'ici décembre 2026 sa 3e année, c'est un échec. Elle n'a pas pu s'implanter comme il se doit dans le marché algérien. Il n'y a aucune autre grande entreprise italienne qui a réussi dans un autre domaine, mis à part Eni dans les hydrocarbures. Les dirigeants algériens n'ont rien à proposer, ils ne savent pas défendre les intérêts de leur pays, les dirigeants italiens savent défendre les intérêts de leur pays. C'est pour ça que Giorgia Meloni, quand elle vient à Alger, elle prend directement ce qui l'intéresse, elle sait que les dirigeants algériens, elle peut les baratiner, leur promettre des deals financiers, et voilà. L'Algérie va rester, Namix, il faut savoir que l'Algérie va rester inévitablement durant les 5 années à venir parmi les 3 importants fournisseurs du gaz pour l'Union européenne. Au moins d'ici 5 ans. C'est-à-dire minimum 2030-2031. Après, ce serait possible qu'on n'ait plus ce statut-là. Parce que notre consommation déjà du gaz intérieur, elle dépasse les 60 milliards de mètres cubes, elle va dépasser les 80 milliards de mètres cubes. On ne pourra plus exporter 55 milliards de mètres cubes. On pourra exporter à peine une trentaine de milliards de mètres cubes.
Donc, on va perdre notre... Vous allez voir qu'après 2030, 2031, on sera peut-être 5e ou 6e fournisseur. On sera plus 3e. Sauf si on lance le gaz de schiste. Mais le gaz de schiste n'a pas été lancé. Mais sur le plan de l'énergie, l'Algérie est un pays important. C'est pour ça que l'Italie parle à l'Algérie et elle essaye de trouver à chaque fois des solutions quand il y a des crises énergétiques. Alors, Farid Moubina, sur YouTube, comment peut-on fermer les yeux sur l'un des plus importants potentiels solaires au monde? Et de l'autre côté, on produit notre énergie à partir du gaz. C'est fou. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Farid. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais ça a une explication. Pourquoi les dirigeants algériens sont incapables de développer ou de penser aux énergies renouvelables? Et pourtant, il y a des plans depuis 2011. Il y a des plans, à chaque fois, on nous dit on va produire tel et tel et tel et tel, combien, tel volume d'électricité depuis le solaire, on va développer telle centrale solaire, on n'a eu que des promesses. C'est très simple. Les dirigeants algériens, parce qu'ils ne sont pas compétents, parce qu'ils sont avides de pouvoir et d'argent, parce qu'ils sont cupides, parce qu'ils n'ont pas de vision, parce qu'ils pensent à court terme. Les énergies renouvelables, c'est l'exact contraire du logiciel mental des dirigeants algériens. Les énergies renouvelables nécessitent du temps pour les rentabiliser. Les énergies renouvelables ne s'exportent pas. Pour le moment, il y a très peu de pays qui arrivent à exporter de l'électricité ou de l'énergie produite depuis les énergies renouvelables. Quelques pays, comme les pays de l'Europe du Nord, le Portugal, grâce à l'hydroélectricité, mais c'est très compliqué. C'est un enjeu pour l'avenir. Mais pour le moment, le dirigeant, ils ont besoin rapidement de pomper le pétrole et le gaz. Tu pompes, tu mets dans un gazoduc, tu mets dans un oléoduc, tu mets dans un baril et tu vends et tu as de l'argent. C'est facile, c'est rapide et ça ramène du cash. Les énergies renouvelables, c'est pas ça. Les énergies renouvelables, tu peux pas avec le soleil mettre le soleil dans un baril ou mettre le soleil dans un gazoduc, dans un tube et le vendre aux Européens. Comme ça ne ramène pas du cash, comme c'est pas dans l'immédiateté, et comme c'est pas instantané, et comme il faut des investissements, il faut un savoir-faire, il faut un progrès technologique, il faut une maîtrise scientifique, donc les dirigeants algériens se désintéressent des énergies renouvelables. Et pourtant, on leur a dit 1000 fois, au lieu de jeter notre argent vers Erjbilet, au lieu de faire du n'importe quoi, au lieu d'acheter des armes et des armes et des armes, au lieu de gaspiller, au lieu de donner une allocation pour les chômeurs, qui les dissuade de travailler, au lieu de faire dans le social, au lieu de généraliser les subventions, créons de grands pôles de production d'énergie renouvelable, notamment dans le solaire. Si on réduit notre consommation du gaz pour la production d'électricité, les volumes de gaz qu'on va économiser, au lieu de les utiliser pour produire l'électricité, on pourrait les exporter ou en GNL ou en gaz naturel et ça pourrait nous ramener des milliards de dollars chaque année. Les énergies renouvelables te font gagner de l'argent, mais à condition que tu gères bien l'écosystème. C'est-à-dire qu'il faut investir dans des grandes centrales solaires, il faut maîtriser cette technologie, il faut maîtriser leur entretien, il faut les connecter au réseau d'électricité. Et puis l'Algérie, le problème, c'est que nous avons dépensé beaucoup d'argent dans les centrales électriques qui fonctionnent avec des turbines à gaz. L'Algérie a dépensé 150 milliards de dollars durant l'époque de Bouteflika dans des centrales électriques qui sont préparées ou qui sont équipées ou qui sont dotées de la capacité de produire l'électricité à partir de turbines à gaz, à partir du gaz. Donc, on n'est pas outillé pour produire notre système, notre mode de vie. Alors, il y a beaucoup de gaspillage en Algérie, attention. En Algérie, le climatiseur c'est 24 heures, les lampes 24 heures, le gaspillage énergétique, parce que nous avons beaucoup de gaz. Le gaz de ville, 60%, ouais, 60% de la population a du gaz de ville. Dans des villages, la montagne, qui a une gaz de ville. Ça, avec les énergies renouvelables, ça ne sera pas possible. Le mode de vie et le mode de gouvernance du pays et le mode de réflexion et la mentalité des dirigeants algériens sont malheureusement incompatibles avec le développement des énergies renouvelables. Donc c'est la folie pure quand on essaie de penser de façon intellectuelle, de façon instruite, mais malheureusement ça a du sens et ça a vraiment il y a une signification à cela quand on prend en considération comment les dirigeants algériens réfléchissent, comment ils gouvernent le pays, comment la population algérienne est en train de vivre. Voilà, je m'arrête là.
Allez, l'équipe, allez, partagez. Good live, s'il vous plaît. Good live. Nous avons été interrompus tout à l'heure. Faites un good live, s'il vous plaît, sur YouTube et sur Facebook. Je vois que des fois, il y a un débat qui se crée entre les différents membres, entre les différents membres de notre communauté qui nous suivent un peu sur le chat, etc. Mais débattez en toute sérénité, s'il vous plaît. Nous faisons, arrêtons les calomnies et les insultes. Ça devient incroyable, vraiment. Alors, Samouzi 13K1 sur TikTok, qui me demande: Abdou, fais-nous un scénario quand le prix du gaz et du pétrole baisse en Algérie. Le scénario, il est connu, Samouzi. Quand les prix du gaz et du pétrole augmentent, nous avons les hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, vont représenter plus de 60% des recettes budgétaires de l'État. Quand les prix augmentent, les exportations ramènent plus d'argent, l'État dispose plus d'argent, donc dans le budget de l'État, le pétrole et le gaz, c'est 60 à 65%. Quand les prix du pétrole et du gaz baissent, les recettes budgétaires de l'État baissent, et les hydrocarbures vont représenter entre moins de 55% jusqu'à même 40-45%. Quand le prix du baril du pétrole baisse vraiment beaucoup, il baisse vraiment beaucoup, les hydrocarbures représentent 40 à 45% des recettes budgétaires de l'État. Le baromètre, c'est la fiscalité pétrolière. La deuxième fiscalité de l'État algérien, c'est la fiscalité pétrolière. Nous avons la fiscalité ordinaire, dont le point principal, les recettes fiscales de l'État algérien, c'est les impôts sur les salaires des Algériens. Les premiers contributeurs au trésor public en termes de recettes fiscales, les premiers contributeurs, les premiers payeurs d'impôts en Algérie, c'est qui? C'est les salariés algériens. Après Sonatrach et ses partenaires. Après Sonatrach et ses partenaires, qui payent ce qu'on appelle la fiscalité pétrolière, des taxes et des impôts sur les exportations du gaz et du pétrole et leur commercialisation, vous avez les salariés algériens qui versent beaucoup d'argent à l'État à travers l'IRG, l'impôt sur le revenu global. Alors que l'impôt sur le capital est très faible en Algérie, il ne rapporte pas beaucoup d'argent pour le moment. Donc, quand le pétrole et le gaz baissent, l'État algérien est en crise. Il a du mal, on n'a plus les réserves de change, elles baissent, nous, on n'arrive pas à financer nos importations en devises, et on n'arrive pas à mobiliser des fonds pour financer des programmes de développement. Le contraire, quand le pétrole et le gaz, leur prix augmente, les réserves de change se renforcent, mais il faut que cette hausse dure longtemps. Avec la guerre en Ukraine, cette hausse, elle a duré 1 année à 1 année et demie. Avec cette guerre en Iran, on n'a pas l'impression qu'elle va durer longtemps. Donc si la guerre s'installe et dure longtemps, oui, l'Algérie va en profiter. Mais elle n'en profitera pas beaucoup, parce qu'on a déjà expliqué, avec le scénario de l'Ukrainien, on a déjà vu, on a déjà compris, on a déjà eu des démonstrations qu'on n'a pas eu beaucoup profité. Pourquoi? Parce que pour profiter des prix très hauts du pétrole et du gaz, il faut avoir la capacité d'exporter beaucoup et de produire beaucoup et d'exporter beaucoup. Sauf que nous, on n'a plus la capacité de produire du pétrole beaucoup pour l'exporter, et on n'a pas beaucoup la capacité de produire beaucoup de gaz pour l'exporter. Donc c'est une équation. Mais pour le moment, l'Algérie profite comment? À travers ses réserves de change, c'est tout, et pas à travers une puissance, pas à travers un développement économique. L'État algérien, à l'époque de Bouteflika, si chifna l'impact de la fiscalité pétrolière, chifna que grâce à l'argent des hydrocarbures, il y a eu des métros, des tramways, il y a eu une autoroute Est-Ouest, il y a eu des millions de logements qui ont été réalisés, il y a eu des nouvelles infrastructures, etc. On a vu le résultat. Ça, on l'a vu le résultat. À l'époque de Tebboune, on n'a pas vu de résultat. Pourquoi? Parce que déjà, on gagne moins d'argent grâce au pétrole et au gaz, et on a une population en nombre plus importante. Bouteflika, quand il a pris le pouvoir, l'Algérie était encore même pas 40 millions d'habitants, on était dans les 31 millions d'habitants. Tebboune, il dirige une Algérie qui est presque à 50 millions d'habitants. Pour le moment, le seul facteur positif, c'est l'augmentation des réserves de change. Ou la préservation des réserves de change. Mais réellement, on ne gagne pas des dizaines de milliards qu'on va réinvestir pour développer l'industrie, créer une nouvelle capitale, faire des nouveaux hôpitaux, créer une nouvelle capitale, créer des nouveaux hôpitaux, créer de nouvelles universités. C'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Pour le moment, tout notre argent va dans les réserves de change. Parce que d'abord, quand on exporte du pétrole et du gaz, mais on importe d'autres choses. Et nos importations, déjà, dépassent les 45 à 50 milliards de dollars. Avec les restrictions et les interdictions dont fait preuve Tebboune,
avec le régime Tebboune, on essaye d'importer moins de 50 milliards de dollars. Alors qu'au départ, Tebboune voulait qu'on importe uniquement 30 milliards de dollars. Il a vu que c'était impossible. Donc, les devises qu'on va gagner, on les utilise pour financer nos importations. Pas pour financer notre développement économique. C'est pour ça qu'on n'en profite pas beaucoup, encore une fois. مرحبا بكم يا جماعة الخير. Alors sur YouTube, Raouf Dan me dit pourquoi le gouvernement algérien maintient toujours le ministère des Moudjahidines. Merci beaucoup. Franchement, Raouf, merci beaucoup. C'est une émission complète. Il me demande de faire une émission complète. Je te promets, Raouf, de répondre à ta demande, à ta réclamation. Et on fera une émission complète là-dessus parce que vraiment, elle est nécessaire, parce que ça n'a aucun sens. Le ministère des anciens combattants, après plus de 60 ans d'indépendance, ça n'a pas de sens. Nous sommes en 2026, en 2026. On a fêté le 60 ans en 2020, 64 ans. 64 ans. بزاف يا جماعة. Ça n'a aucun sens. ما عنده حتى معنى. Vraiment ما عنده حتى معنى. Je vous dis la vérité, oui. ما عنده حتى معنى. Ce ministère des Moudjahidines qui bouffe un budget de plus de 2 milliards de dollars, c'est un budget énorme, un budget très important, conséquent, significatif, dont il est géré de manière totalement opaque. On ne sait même pas quel est le nombre de ces Moudjahides qui sont encore en vie, qui est Moudjahid, qui ne l'est pas, leurs descendants qui prennent des privilèges. L'existence de ce ministère est un scandale. Moi, j'ai toujours préconisé et j'ai toujours proposé une réforme que j'ai défendue. Il faut que le ministère des Moudjahidines soit dissous. Il faut qu'il soit une délection au niveau du ministère de l'Intérieur. Une simple délection ministérielle suffit largement. On n'a pas besoin d'un tel ministère. Et au niveau de cette délection, on va on va garder les pensions de Moudjahid, mais il faut faire le tri. Il faut faire une enquête sérieuse sur qui est Moudjahid, qui ne l'est pas. Pour moi, 2 milliards de dollars et quelques chaque année, c'est tout simplement injustifié. C'est tout simplement injustifié. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Et je te remercie pour ta proposition. Je vais en parler, on va démontrer des chiffres, etc. Et on va les expliquer et on fera une émission assez détaillée. Merci beaucoup Raouf pour ta proposition. Là. Mesdames et messieurs, on va rajouter 5 minutes avant de vous dire au revoir. Encore 5 minutes pour terminer ce débat avec vous. Ça a été vraiment un plaisir. Bon, sur YouTube, on était plus nombreux que sur TikTok. Sur TikTok, je ne sais pas quelles sont les heures précises et l'heure idéale pour faire un live. Mais peu importe, même si vous êtes uniquement quelques dizaines, on respecte notre communauté et on respecte nos lecteurs, nos lectrices, nos auditeurs. Même si vous êtes qu'une seule ou deux personnes, on sera toujours là pour vous parler, pour interagir avec vous, pour débattre avec vous. Mekki, quelle question ça te gêne? Wallah, Mekki, j'ai pas compris. Quelle est la question qui m'a gêné? J'ai pas lu. Mekki sur TikTok, il m'a posé une question apparemment. Il dit qu'elle m'aurait gêné. Je n'ai pas vu ta question, Mekki. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu peux relancer ta question? Et je répondrai avec grand plaisir. Avec vraiment grand plaisir. Il n'y a aucune question qui me gêne. Je n'ai pas de tabou. C'est pour ça que j'ai créé une émission qui s'appelle Abdou sans tabou. Il n'y a absolument aucune question qui me gêne. Je répondrai avec plaisir, sauf les questions d'ordre privé, parce que moi, je ne suis pas une starlette, hein, je ne pas... Alors, Mekki, j'attends ta question. Et n'oubliez pas de mettre good live, s'il vous plaît. Je ne vois pas ta question, Mekki, qui dit qu'elle gêne. Voilà, il y a certaines personnes qui... Allez, good live, s'il vous plaît, good live. Mekki, quelle est ta question? On attend toujours. Alors, Hafid Monish, n'est-ce pas dangereux pour l'Algérie si Mélanie change de fournisseur de gaz? Oui, c'est dangereux, oui. En fait, alors l'Italie va changer de fournisseur de gaz avec le temps, mais elle ne peut pas remplacer l'Algérie rapidement par un autre fournisseur.
il n'y a aucun pays qui pourrait fournir une vingtaine de milliards de mètres cubes de gaz à l'Italie en si peu de temps. En si peu de temps. C'est-à-dire que, mis à part les États-Unis d'Amérique avec le gaz de schiste, mis à part des gros volumes de gaz avec le Qatar ou l'Australie, mais c'est très loin. L'Algérie, l'intérêt de l'Algérie pour l'État, l'intérêt de l'État pour l'Algérie, c'est qu'il y a le gazoduc transmettre. Pour le moment, je vous dis, d'ici les 5 années à venir, d'ici 2030, 2031, l'Algérie restera le premier fournisseur de gaz du marché italien ou de l'Italie. Et ça va, donc l'Italie, les Italiens, ils anticipent. Ils essaient de décarboner leur économie, ils essaient de développer les énergies renouvelables, ils essaient de diversifier, hein. Ils se rapprochent de l'Azerbaïdjan, ils essayent de faire des projets avec la Libye. Les réserves de gaz en Libye sont plus vierges parce qu'elles ont été moins exploitées, moins massivement exploitées qu'en Algérie. Les Italiens, ils ont des plans B. Ils ont des plans B. Leur principal plan B, c'est l'Azerbaïdjan, c'est la Libye, c'est le GNL américain, c'est des projets en Égypte avec le GNL égyptien. Ils ont d'autres projets qui sont en cours, mais bon, l'Algérie va rester un fournisseur important d'ici 2030-2031, moins important après. Après ce qui va se passer en 2040, si l'Algérie n'exploite plus, ne lance pas son gaz de schiste, effectivement, d'ici 2040, l'Algérie risque de disparaître. Ah, on nous a... Good life, s'il vous plaît, on essaie de nous interrompre sur TikTok. C'est d'ici 2040, le gaz de schiste en Algérie n'est pas lancé. Malheureusement, on ne pourra pas, on va disparaître, l'Algérie va disparaître totalement de la scène énergétique mondiale. C'est-à-dire des grands pays qui peuvent exporter du pétrole et du gaz avec des volumes conséquents et significatifs. Bon, alors, je vois que sur YouTube, il y a un grand débat entre les Algériens et les Marocains qui disent la différence entre l'Algérie et le Maroc, etc. Que nos amis marocains et nos amis algériens, le Maghreb, il est sous-développé. L'Algérie, comme le Maroc, sont deux pays sous-développés et arriérés. Arrêtez. Moi, j'aime bien les Algériens, on est meilleur que le Maroc. Le Maroc, on est meilleur que les Algériens. Ça n'a pas de sens. Meilleur en quoi? Meilleur en quoi? Regardez les inégalités, les années de développement humain. Regardez comment nous sommes dépendants des technologies étrangères, comme nous sommes dépendants. On n'a même pas de marché commun, on n'a même pas des échanges économiques communs dignes de ce nom. Il faut arrêter. Le Maroc, comme l'Algérie, ne sont pas du tout des exemples à suivre. Ne sont pas du tout des exemples à suivre. C'est des pays profondément inégalitaires, profondément sous-développés, sous-industrialisés encore et en retard technologique important. Donc arrêtons de croire que l'Algérie et le Maroc ne devraient pas être en concurrence, ils devraient être complémentaires. La véritable concurrence avec les pays émergents, c'est pas entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie et le Maroc ne devraient pas s'affronter, ils devraient se confronter à la Turquie, au Brésil, à l'Argentine, à la Thaïlande, à la Malaisie, à l'Indonésie. C'est ça, à la Corée, au Vietnam. C'est ça les pays contre lesquels on devrait, face auxquels on devrait se mesurer. Mais les pays, là, les pays on a une seule société américaine, on a une seule société européenne, elle fait plus que le PIB algérien ou marocain. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Les Algériens et les Marocains, comme quoi la priorité de l'Algérie, c'est de ne pas être meilleur que le Maroc. La priorité du Maroc, c'est de ne pas être meilleur que l'Algérie. La priorité des deux pays, c'est de devenir des pays émergents. C'est de comment devenir des pays émergents. C'est-à-dire comment se développer, diversifier sa croissance économique, avoir une croissance économique dynamique, faire reculer la pauvreté, reculer les inégalités, améliorer le niveau de vie, la qualité de vie, les conditions de vie de la population, et s'industrialiser, et trouver quelle est notre place dans l'économie mondiale. En Algérie, mis à part le gaz et le pétrole, on n'a pas de place. Et le Maroc, c'est quoi? Mis à part l'outsourcing, il y a accueillir des sociétés françaises qui font de l'assemblage et du montage, et le tourisme, on n'a pas de place. Soyons sérieux. On n'a pas des start-up algériennes ou marocaines qui impressionnent le monde entier. On n'a pas des exportations de produits sophistiqués. On n'a pas des infrastructures de fou. Les villes algériennes ou les villes marocaines, c'est pas les villes les plus modernes du monde. Ça fait pas partie des villes les plus propres du monde. Il faut arrêter. Mais il faut arrêter. Il faut qu'on. Mais notre objectif, c'est pas de se con. Le Maroc et l'Algérie, quand ils s'insultent entre eux, sur deux bédouins.
de bédouins pauvres et malheureux qui se bagarrent entre eux juste parce qu'ils ne sont pas capables d'atteindre parce qu'ils ne sont pas capables de rivaliser avec le citadin ou avec quelqu'un qui habite dans une ville qui est prospère, qui est civilisée. C'est ça la réalité. Nous sommes deux pays de bédouins. Nous sommes quelques bédouins. Réaliser une canne, ça fait pas toi un pays développé. Hein. Des Coupes d'Afrique des Nations, des pays africains l'ont fait. Hein. Beaucoup de pays africains. Le Burkina Faso, il a organisé une canne. Est-ce que ça fait de lui un pays développé? Ça ne veut rien dire. L'Algérie, elle a organisé la canne en 1990. Est-ce que ça fait de nous un pays développé? Soyons sérieux, Jamaat al-Khair. Soyons sérieux, arrêtez. Il faut que les Marocains et les Algériens, il faut vraiment يطلعوا النيفو شوية. Qui va organiser la CAN? Mais organiser la CAN, من هبة ودبة. La Guinée équatoriale a organisé la CAN. Il y a eu, avoir un beau stade à Rabat ou à Casablanca, ou là un beau stade à Tizi Ouzou, ou là un beau stade à Berrakhi, ça fait pas toi un pays développé. C'est pas les stades, c'est les usines. Combien tu as d'usines, combien tu as d'hôpitaux aux normes internationales, combien tu as d'universités aux normes internationales, combien tu as de villes connectées aux normes modernes, combien de forums internationaux tu organises, combien de congrès mondiaux tu organises, combien d'investissements étrangers tu accueilles, combien de produits manufacturés tu fabriques, combien de technologies innovatrices t'arrives à obtenir. C'est ça un pays sérieux. La Turquie, c'est un pays développé. Ils fabriquent des drones, ils fabriquent des avions, ils sont en train d'exporter presque 200 milliards de dollars. Ça, c'est un pays quand on exporte un peu de l'huile d'olive, pétrole, gaz, huile d'olive, quelques voitures, quelques... Non, soyons sérieux. Ça, c'est du blabla, c'est du n'importe quoi. Les Algériens et les Marocains devraient se réveiller. Je terminerai mon intervention là-dessus. Réveillez-vous, nous pas aux gens dans le sous-développement. Mesurez-vous aux véritables pays émergents. Allez-y, vous mesurez au Vietnam, à la Malaisie, à l'Indonésie, l'Afrique du Sud, au Brésil. Ce jour-là, vous allez comprendre combien nous sommes retardataires et dans pas mal de domaines. Comme ça, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. C'était le live de la semaine. Nous reviendrons une prochaine fois avec un autre live pour discuter avec vous, échanger avec vous. Marhaba bikom, prenez soin de vous et à la prochaine. Bonne nuit, reposez-vous bien.